Vous allez voir, c'est le fruit de ce travail-là ce soir. Travail de France 3, qui a notamment réalisé le montage, qui a engagé le documentaire. Travail évidemment de Maurice et travail aussi d'Olivier, parce que c'est extrêmement important qu'un dossier comme celui-là puisse aboutir. Je remercie toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour ce film. Au premier titre, Jean, évidemment, et Johnny, qui ont accepté qu'on fasse un film sur eux. Olivier, le producteur du film. Didier, effectivement le Festival de l'Oiseau et toutes les équipes qui ont travaillé. On est dans un temple du cinéma animalier. Alors, ce n'est pas un film animalier que vous allez voir, c'est un film sur une passion, la passion de Jean et de Johnny pour le chant des oiseaux. Même technique encore. Le courlis cendré, même technique. Donc c'est vraiment un son puissant pour qu'on puisse les entendre le plus loin possible. Donc là, tout à l'heure, on a entendu un courlis avec le vent, je pense qu'il est à peu près à 2 km. On l'entend comme s'il était... et là, on l'a cherché avec les jumelles, on l'a jamais trouvé. Et on espère le voir. Quelquefois, bon, on le voit pas. Mais on entend toujours le son. Donc il est toujours présent, il est toujours là. Et quelque part, il nous rassure aussi. Parce qu'on l'a entendu depuis tout petit. Et nous, ça a quelque chose de rassurant, ça nous calme en fait. En fait, il y a une démarche artistique chez nous qui n'existe pas chez les autres imitateurs en fait. C'est pour ça qu'on s'appelle chanteur d'oiseaux. Ça n'en reste pas que sur l'imitation d'oiseaux. Merci. Vous avez évoqué à plusieurs reprises des différentes techniques. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que votre gorge, elle se met, la langue, elle se met d'une façon, la bouche, elle bouge autrement. Enfin. Il y a des techniques vocales. Pardon. Oui, pardon, c'est pas grave. Il y a des techniques vocales, vous avez vu, hein, quand on utilise des cordes vocales. Alors tout ça, c'est magnifique jusqu'à l'âge de 14 ans. Et votre oreille et votre plaisir à écouter les chants d'oiseaux, les imitations, a fait que nous, on a travaillé sur ces chants d'oiseaux. Et puis voilà, donc c'est une espèce de... C'est grâce à vous au départ, grâce aux Picards, grâce aux gens du festival, enfin je sais pas comment qui remercier, mais il faut remercier juste les oiseaux en fait. Voilà. Voilà. Jean et Johnny ne sont pas de simples imitateurs, ils ont totalement dépassé l'imitation et ils en ont fait autre chose. Donc c'est ça qui était intéressant de faire voir dans le film, comment de leur talent, de leur virtuosité, et ils ont fait finalement, ils ont transformé ça en une discipline artistique qui recouvre le spectacle vivant, le théâtre, la musique, des interventions aussi pédagogiques, ou on pourrait dire que c'est l'art de rue. Très vite m'est venue l'idée qu'on pouvait en quelque sorte dénaturaliser le chant d'oiseau, le faire échapper à cette idée de simple imitation de la nature pour en faire un matériau qu'on peut utiliser comme un instrument musical. C'est pas facile du tout de trouver des diffuseurs qui puissent accepter un film comme ça, parce que c'est un film hors case. C'est un film qui parle aussi bien des animaux que de l'humain, que de la découverte, que de la société. Voilà, tout ça et de la tradition, de la transmission. Voilà. Et ça ne rentre pas forcément dans des cases. Alors là, c'est un des motifs du chant de la mésange qu'on entend, mésange charbonnière. Hein. Il y a 27 motifs différents qui ont été répertoriés. Et j'ai l'intime impression qu'il y en a beaucoup plus. Voilà, ce petit gazouillis, la forêt des jardins. Ça doit être à tête noire derrière. Et il y a le bruit en jaune là-bas aussi. Ah merde. Voilà, là c'était la forêt des jardins. On le voit toujours le coucou? Il est en face le bloc. Ah oui. Enfin moi j'ai entendu le premier le 3 avril, mais puis depuis le 3 avril j'en ai entendu plusieurs autres.
Par contre, celui-là, c'est le premier que je vois de l'année. Ouais, on n'en voit pas souvent. Le cours d'eau qu'on vient de longer, là, jusqu'en 2011, il y avait beaucoup de roseaux et il y avait beaucoup de petits buissons. Donc des phragmites des joncs, il y en avait plus, des bruyants des roseaux, il y en avait plus, des fauvettes grisettes, il y en avait plus, et des gorges bleues, il n'y en a plus. Parce que les gorges bleues ont besoin de roseaux et de beaucoup de petits buissons pour se percher. Parmi les oiseaux caractéristiques qu'il y avait ici, bon ben, il y avait les vanneaux qui nichaient dans les prairies, il en reste mais beaucoup moins, et il y avait la chouette chevêche malheureusement qui a disparu. Vous voyez la petite chevêche. Et ici pour moi, là où j'habite, c'était vraiment la mascotte. Chez les Grecs c'était la déesse de la sagesse. On peut penser que là où les chevêches disparaissent, c'est parce qu'il n'y a plus assez de sagesse. C'est la bergeronnette printanière, mais des îles britanniques. Ah, d'accord. Parce qu'on est près des côtes de la Manche. Mais il y a uniquement sur les côtes de la Manche qu'on voit cet oiseau-là en France. D'accord. Je suis content parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas vu ici. La bergeronnette printanière qu'on peut voir dans toute la France, c'est celle-ci. Mais la flairvéole qu'on vient de voir, ça c'est uniquement sur les côtes de la Manche. Et ça devait être une femelle parce que le... Oui. Elle est là. Je l'entends, mais je ne la vois pas. Ben oui, on dirait qu'elle est juste... Ben elle est là, regardez. Elle est dessus, regardez, en haut là, tout en haut. Au-dessus de nous. Juste au-dessus de nous là. Je me suis quand même jamais trop pris au sérieux. Je me suis dit mais pourquoi pas faire des caricatures d'oiseaux. J'avais déjà commencé à en peindre quelques-unes. Et puis un jour, pof, sur mon établi, il s'est trouvé que j'avais un frein de vélo, j'avais un baffe d'autoradio, j'avais un autre truc, une sonnette de vélo. Et je me suis rendu compte que si je les assemblais, ça faisait un canard souché. Là, ça a été la révélation. Je me suis dit bon ben voilà, ça y est, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut être gosse pour faire ça. C'est un jeu de Lego, voilà. C'est un jeu de Lego ou de mécano, mais les pièces c'est moi qui les trouve, voilà. C'est un grand travail de recherche de pièces. Ça a un caractère surréaliste forcément, puisqu'on rencontre assez peu souvent des moulinets tupés. Hein. Moulinets tupés, c'est quand même un oiseau assez rare. Des hiboux Premier Empire aussi, on n'en trouve pas beaucoup par ici. Des espèces de grues, des casse-bonbons huppés, tout ça. Bon voilà, c'est forcément surréaliste. Moi, je travaille en plusieurs dimensions. C'est de l'assemblage, c'est pas, encore une fois, c'est pas de la sculpture, c'est de l'assemblage. Et puis il y a mon compère Laurent qui, lui, fait des tableaux humoristiques. On lui demande, mais tu fais ça avec quoi? Parce que c'est vrai qu'on se demande si c'est de l'aquarelle, si c'est de la gouache, si c'est... En réalité, c'est du crayon feutre. Voilà. C'est du pointillisme en crayon feutre. Et c'est ça qui donne un velouté à son travail qui est vraiment exceptionnel. Ce qu'il fait, c'est pas très académique. C'est un joyeux de rire aussi. Il a un grand sens de l'humour, une grande ouverture d'esprit. Il est très inventif, très créatif. Il va prendre un oiseau et il va le mettre dans une situation complètement invraisemblable. Quoique, quelquefois, ça pourrait exister. Et ça fait que les tableaux sont très drôles.
ici, vous arrêtez de ramer pour prendre une photo, pour remettre son gilet, je ne sais quoi. Vous mettez la pagaie à l'intérieur du bateau. Allez-y, on va ramer. Je vais dans le bateau quand même. Je suis au pour boire. On a eu les courlis tout à l'heure, là voilà, devant nous, à droite, ça s'envole un peu, ça reste aussi au sol. Voilà, c'est des pilmers. C'est ce que font mes oncles et tout, pour les chasser, ils font... Vous les voyez toujours pas? Bah, c'est dommage. De toute façon, là, il doit y en avoir 2-3. Hein? Voilà. Ils sont droit devant. Droit devant. Alors dites pas que c'est un gros truc, hein, parce qu'il va se vexer, il va faire une nageoire d'honneur après. Alors ici, il y a plusieurs espèces. Il y a le phoque vaumarin qui est en majorité. 150 l'hiver, 400 l'été. Peut-être encore cet été, ça va augmenter. Il y a aussi les phoques gris. Le phoque gris, il vient ici en villégiature parce qu'en fait, lui, il a besoin pour mettre bas de rochers. C'est positif, hein, ça augmente. Tous les ans, ça augmente. Dans les années 80, il y avait 20 spécimens. 20 phoques vaumarins. Moi qui étais petit ici, on entendait parler, mais je ne les voyais pas. S'il y a beaucoup de phoques, il y a beaucoup de poissons. Ensuite, la baie de Somme est une protection naturelle. Il y a quelques orques qui passent en Manche. Les orques ne peuvent pas rentrer ici, c'est un vrai labyrinthe pour eux, ils peuvent s'échouer. Et ils sont protégés. Donc voilà, il fait bon d'être un phoque en ce moment, ici. Le vaumarin, il est un peu plus passif, un peu plus d'eau. Il faut vraiment attendre qu'il se passe quelque chose. En ce moment, vous verrez que les vaumarins. Ce que j'ai voulu, c'est surtout photographier les phoques de la baie de Somme, de la baie de Thiers, de la côte d'Opale, en haut de la côte Picard, de la côte d'Opale. Parce qu'il y a un potentiel photographique qui est impressionnant. Qu'une expo comme celle-ci, ça demandait en gros 5 ans de travail. Des photos de phoques, j'en ai énormément, mais des photos avec des comportements différents. Chaque photo a une particularité. Là, ça se complique. Et heureusement qu'on est deux, parce qu'à partir de 2 photographes, mon épouse et moi, on a fait une vision différente des choses. Depuis qu'on fait de la photo, on essaie au minimum de déranger l'animal. Hein. Et de là, à partir du moment où il nous oublie, il a un comportement naturel. À partir du comportement naturel, on peut de temps en temps faire des belles images. Les larves sont bien visibles, mais hors d'atteinte. Il faudrait un outil. Une longue tige, par exemple. Toujours la même forme, toujours la même taille. Gavin soupçonne quelque chose. Des jours durant, il inspecte le sol avec une attention redoublée. Jusqu'à ce qu'il trouve la pièce manquante. Je pensais pas que ça allait être aussi intéressant, honnêtement. Enfin, je pensais que c'était plus plat, qu'il y avait moins d'explications, que c'était juste surtout de l'image en fait. Mais les explications, elles donnent un peu de vivant au documentaire et c'est vrai que je trouve ça vraiment intéressant. Extirper la viande avec précaution et stabiliser la prise à l'aide de la pâte. L'échantillon semble donner satisfaction.
Allez, on sort toute la pièce. Je suis plus à l'aise pour noter au niveau de l'image, du cadrage, la façon dont c'est filmé, au niveau du son, comment est pris le son et les musiques qui sont insérées après au montage. Après, je suis un peu moins à l'aise, c'est au niveau de noter l'originalité ou les choses qui se démarquent d'autres films parce que j'ai jamais fait ça avant, c'est la première fois que je suis jury. Du coup, j'ai pas envie d'être droite et d'être catégorique dans mes choix. Dans la profession, j'attache un intérêt tout particulier à la qualité du cadre, le traitement image et traitement du son, que ce soit, on peut penser sur le terrain ou en post-production. La bande sonore d'un film est composée de plusieurs éléments, comme vous le savez. Évidemment, le 3/4 du temps, et surtout pour production télévisuelle, une narration, j'en ai déjà parlé, plus ou moins fournie, plus ou moins justifiée. Des éléments de son naturaliste, c'est-à-dire les animaux qu'on voit à l'image, prenons l'exemple d'animaux, et aussi des milieux dans lesquels ils vivent. Ça peut être les autres animaux qui sont ou non présents à l'écran, et aussi des éléments naturels, par exemple les vagues de la mer, le vent dans les branches d'arbres, le ruisseau qui coule de la montagne, etc. Tout ça forme un univers sonore qui habille l'image, l'agrandit quelquefois, mais de toute façon, de toute manière, a une cohérence avec elle. Si on prive l'image de cet univers en mettant énormément de musique, ce qui est malheureusement le cas très souvent, on prive l'image d'une certaine force. Moi, j'attends d'une production, quelle qu'elle soit, j'aime qu'elle me fasse rêver, qu'elle suppose une rencontre avec un autre univers qui n'est pas celui de l'homme, ou très peu, où les deux univers peuvent se juxtaposer, mais c'est cette part du rêve qui me paraît essentielle. À quoi ça sert la mangeoire? À nourrir les oiseaux. D'accord. Et qu'est-ce que ça mange un oiseau? J'ai pris aussi des écorces pour faire les ailes. Hein? D'accord? On peut aussi prendre des écorces et les recouper. Là, t'as vu, t'es passé 2 fois devant. Toujours, quand il passe devant, derrière, devant, on slalom. Hein? Ici. Jusqu'à la fin, bien droit. Alors pour cette deuxième édition de la rencontre de la photo nature, nous avons programmé une journée supplémentaire pour que les photographes présents en baie de Somme cette année à l'occasion du Festival de l'Oiseau et de la Nature puissent approfondir leurs connaissances sur la photo. Une dizaine de conférences sont au programme au cours de ces 4 jours. Des conférences sur la technique photo bien entendu, mais aussi des conférences très atypiques comme celle qui est animée en ce moment par Xavier Delorme sur la chasse aux orages et la photographie. Xavier Delorme qui expose bien entendu ses photos au chapiteau. Là, l'exposition, elle est entièrement financée. Enfin, je l'ai financée seule. À chaque édition des rencontres de la photo, le festival choisit en fait de mettre en avant un photographe étranger, pas forcément de très grande notoriété en France,
Et cette année, on a donc choisi le photographe Jasper Dost, qui est un photographe néerlandais. Il nous a proposé une exposition inédite, celle issue d'un travail mené pendant plusieurs années au sein d'une colonie de fous de bassin. Ces photos ont quelque chose de très particulier, sont très originales, parfois un peu surprenantes. On se demande presque dans quel sens on doit les regarder, ce qu'elles représentent. Et c'est ce qui fait tout le charme de ce jeune photographe. Ce que nous attendons des rencontres de la photonature, que le grand public s'approprie l'événement, tel qu'il s'est approprié d'ailleurs le Festival de l'Oiseau depuis ses origines. On souhaite vraiment que les rencontres, comme le festival, deviennent l'événement incontournable du printemps pour nos festivaliers.